Bienvenue, c'est Plus d'actu en ce vendredi. 5 jours après les élections, le verdict est tombé dans presque toutes les communes bruxelloises. Et puis il y en a quelques-unes pour lesquelles il va encore falloir négocier. Parmi les communes où il y aura du changement, celle d'Ixelles. Le bourgmestre sortant, Christos Doulkeredis, mis de côté par son ancien partenaire socialiste. Il annonce renoncer à la politique active et c'est donc la fin de 25 ans de carrière politique. On l'accueille pour faire le bilan. Place à Christos Doulkeredis. Bonjour Christos Doulkeredis, comment allez-vous après cette claque comment vous vous sentez là maintenant un vendredi? C'est d'ailleurs le dimanche que vous avez compris que c'était fini ou il a fallu le lundi matin? Ça fait des mois en fait que ce type d'hypothèse est dans ma tête quand même. Dimanche, on a d'abord la première surprise qui est un très bon résultat parce qu'il faut quand même le dire, dans les communes où on a vraiment géré, les écologistes sont... voilà, mon parti est toujours le premier parti à Ixelles. Et quand je regarde à Scarbeck, non, en pourcentage, je suis le premier parti, je ne suis pas ex-aequo. À Scarbeck, ils font un très bon résultat et dans d'autres communes, ils font aussi un bon résultat alors qu'ils étaient vraiment dans l'action et à la manœuvre. Donc, ça, c'est un point positif. Et puis, on sait que ce type de nuit peut être compliqué et que malgré des engagements qui peuvent avoir été pris, et en tout cas un travail commun qui était extrêmement positif, on peut assister au scénario qu'on a vécu. Alors je me sens comment? Je me sens plutôt serein, fatigué, très fatigué, mais serein parce que de mon côté, voilà, qu'est-ce que je peux... J'ai fait toujours ce que j'ai dit que j'allais faire. Et mon parti, la même chose. J'ai annoncé clairement le type de majorité que je souhaitais avant les élections et j'ai essayé de construire cette majorité-là. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus sans entrer dans ce type de jeu que je ne souhaitais pas faire, dans un cynisme et dans des calculs plus politiciens qui, en tout cas, ne me correspondaient pas. Donc ça m'apporte de la sérénité. Pour le reste... je verrai ce que je ferai à partir du mois de décembre. Pas d'idée précise de ce que vous ferez comme prochain métier, de comment vous allez vivre, parce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas encore à l'âge de la retraite. Hein. Non, c'est vrai, mais en même temps, c'est très compliqué. Vous savez, rien que le mandat de bourgmestre, c'est un mandat qui prend toute votre énergie. Et il faut se donner toute son énergie. Faire une campagne en plus, ça laisse très peu de place pour commencer à réfléchir, tiens, qu'est-ce que je ferais si ça ne marche pas et tout ça. Bon, voilà, il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans cette situation et je m'y retrouve aussi et c'est comme ça. En tout cas, il y en a un qui a du travail, c'est votre successeur qui était votre échevin, Romain de Reusme. Il était chez nous lundi matin et je vous propose d'écouter ce qu'il disait. Vous allez directement après lui répondre, Christos Doulkeredis. Je comprends qu'il y ait du ressentiment, vraiment. Et je veux aussi dire que nous avons, et les partenaires avec lesquels j'ai travaillé hier soir, ont exactement la même idée, à savoir travailler dans le respect de l'ensemble des partenaires du conseil communal. Et je comprends, je vais vous le dire, pour moi, c'est aussi difficile parce que quand on travaille 6 ans avec quelqu'un, avec plusieurs personnes, qu'on traverse des crises comme le Covid, il y a nécessairement des affinités humaines qui prennent de la place, qui sont importantes. En ce compris en politique, on peut avoir des projets divergents, mais avoir des affinités humaines. Et j'ai ça, et je comprends que ce soit difficile, véritablement, et ça n'est pas nécessairement évident pour moi. Je ne suis pas en train de fanfaronner et en train de dire « nous avons gagné », pas du tout. Il y a dans les chiffres 3 formations qui ont augmenté, il y a une formation qui a diminué, et les 3 qui ont augmenté réunissaient les conditions pour s'entendre, échanger sur un projet. Voilà, c'est vrai que dans cette interview, il s'excuse presque de devenir bourgmestre, de vous prendre votre siège, que vous avez peut-être cru acquis à un moment donné de la soirée. Vous lui répondez quoi? Il nous regarde maintenant, en Romain de fait, Reusme. très sincèrement, j'avais pas vu ces images, donc c'est vrai que j'ai eu avec Romain une relation humaine extrêmement forte, de confiance extrêmement forte. Et pour moi, je ne sais pas travailler autrement. Voilà. 2, sur les explications, en fait, dans tous les scénarios, on s'est donné des explications. Alors, dans ce cas-ci, on va dire, oui, mais c'était les partis qui montaient. Je suis désolé, après le bashing qu'on a reçu, si c'est pas une question de relations politiques et de rapport de force, après le bashing qu'on a eu pendant combien de mois, c'est compliqué de dire que, alors qu'Écolo reste en fait le premier parti, qu'on soit dans une logique de perdant. 2, il aurait pu en fait, parce que c'est pas une question de place, très sincèrement. Moi, ce qui me chagrine le plus, c'est le projet. C'est-à-dire qu'à Ixelles, il était possible de faire une majorité plus progressiste. C'est le seul reproche, en fait, que je fais, vraiment. Et à la limite, ma place n'était pas la plus importante là-dedans.
Il était possible simplement de faire une majorité de progrès. C'est-à-dire que quand on voit l'évolution de ce monde de manière générale, et on n'a pas encore l'élection aux États-Unis, qui se droitisse, devient de plus en plus violent, qui est de plus en plus dans des logiques d'exclusion, favoriser, alors qu'on a le choix en fait, une majorité qui sera plus à droite, plus dans ce tendance qui existe au niveau national et au niveau international. Alors qu'on a le choix de faire autre chose, voilà, je trouve ça regrettable, mais je ne vais pas continuer à rabâcher ça pendant des années. C'est un choix qu'il a fait, qu'ils ont fait, et ils peuvent l'assumer. Vous allez faire le choix de rester conseiller communal d'opposition. Vous allez prêter serment en janvier, comme ancien bourgmestre, veiller à ce qui se passe, respect autant que possible de votre bilan. Alors, c'est déjà en décembre, les prestations de serment, puis janvier, ça travaille. Tout début décembre. Ouais. Et donc, je presterai serment, parce que je me suis présenté aux électrices et aux électeurs. Les électrices et les électeurs m'ont vraiment fait ce cadeau quand même de nous placer comme premier parti. Je l'ai dit, je compte arrêter la vie politique active, et donc je ne veux plus jouer un rôle important. Je ne sais pas si je resterai conseiller communal longtemps, mais en tout cas, pour le premier conseil communal, qui est aussi celui où il y a une passation de pouvoir, et moi je respecte très fort la démocratie. Je trouve important, quels que soient les jeux qui aient pu exister, de faire ça le plus dignement possible. Et donc je serai évidemment au conseil communal pour que ce moment démocratique où il y a une majorité qui remplace une autre se fasse dans les meilleures conditions possibles. Alors concernant XL, puis après on reviendra sur d'autres thématiques, mais, parce que vous n'avez pas été que bourgmestre, mais concernant XL, vous craignez qu'on détricote tout, les voiries à sens unique, les My Good Move, un des futurs échevins pour les engagés disait on va réouvrir le pont Fretteur dans les deux sens, ce pont qui relie, on va dire, le quartier Delta et le cimetière d'XL. Vous craignez ça? C'est faisable sans vous? Moi, je demande simplement aux électrices et aux électeurs qui ont fait le choix de voter pour les engagés ou pour le MR, quand on regardait leur tract, le 1er décembre, avec le changement de majorité, XL allait devenir tout à coup super propre, super sécurisé. Voilà, qu'ils aient ça un peu en tête et qu'on en reparle dans quelques mois. Moi, ce qui me chagrine le plus, c'est qu'on en arrive à des campagnes qui sont vraiment des campagnes de caniveau. Il y a eu des tracts que j'ai reçus du MR où on parlait plus souvent d'écolo que de mes propres tracts. C'est-à-dire que c'est la stratégie du dénigrement de l'autre, de la caricature, des postures. Or, l'exercice politique, il est beaucoup plus compliqué. Et les problèmes auxquels on est confronté, ils nécessitent beaucoup de travail, beaucoup de négociations, beaucoup de discussions. Et je doute en fait profondément qu'ils puissent, de manière profonde, changer énormément de choses. Alors, il y a des points sur lesquels le pont Fretteur, moi je l'ai dit moi-même, c'était un dossier qui n'était pas satisfaisant. Il fallait obtenir une négociation avec la région pour pouvoir placer des caméras qui permettent au moins aux habitants de pouvoir rentrer dans leur quartier sans faire de détour. Ces négociations, vous savez, on l'a eu. Et on l'a eu, Romain Dereusme, Yves Rouillet et moi-même avec le ministre Gatz. Yves Rouillet et moi-même, on était prêts à trouver un accord avec le ministre Gatz parce qu'à un moment donné, il faut trouver un équilibre. Celui qui a freiné le plus l'accord à la fin, c'est quand même M. Dereusme. Donc, voilà. Ils vont faire leur choix maintenant, ils devront les assumer. Sur le pont Fretteur, moi, ma crainte, c'est simplement qu'on ne tienne pas compte la principale raison qui a fait en sorte qu'on a fait ce sens unique, c'est pour améliorer la vitesse commerciale du 71. Or, l'enjeu de toujours favoriser l'efficacité de nos transports publics est fondamentale. Et donc, j'espère que, voilà, quelle que soit la solution qu'ils trouveront, ils tiendront compte de cet aspect-là. Et vous craignez pour les My Good Move, la circulation autour de Flaget, autre quartier emblématique, qu'on détricote tout ça? Ils feront leur choix, on verra un peu dans quoi ils vont aller. En fait, la difficulté, c'est que beaucoup de personnes parlent au nom de tout le monde. Et les choses ne sont pas aussi claires. Dans tous les quartiers, en ce y compris sur le pont Fretteur, il y a des gens qui sont très satisfaits par une situation et d'autres qui sont mécontents. Et donc, c'est à eux d'être confrontés maintenant à constater en fait le fait que cette société, forcément, et c'est tout à fait normal, elle a des opinions différentes et c'est à eux de rendre des comptes. Je ne vais plus le faire à leur place. Alors, vous avez parlé de la campagne de vos adversaires, MR, les engagés, le PS aussi.
que ce soit dans certaines communes ou même aux élections régionales, on l'a vu, n'a pas hésité à taper sur Écolo, à se défaire de certains engagements comme Good Move à l'échelle régionale. Il faut qu'Écolo comprenne ça. Il faut en tirer quelles leçons pour d'autres campagnes si vous ne voulez plus faire le yo-yo d'une élection à l'autre? En fait, d'abord, on n'est pas le seul parti à faire yo-yo. Hein. Si vous prenez les engagés, ils font aussi un yo-yo là. On a eu effectivement en 2018 des résultats qui étaient très hauts. Et c'était lié à sans doute une certaine, un travail d'écolo, mais c'était aussi lié à une actualité qui mettait beaucoup plus en avant les problématiques écologistes, climatiques. On a vu que depuis lors, l'objectif principal des autres partis politiques, c'est qu'on n'en parle plus et c'est qu'on parle d'autres thématiques. C'est le même objectif que les lobbies qui travaillent à l'échelle européenne. Et on le voit, contrairement à ce qui est dit. Quand on dit... Pendant la campagne, à plein de moments, on a dit « Oui, mais enfin, vous n'avez plus le monopole de l'écologie, vous, le parti écolo. Tout le monde parle d'écologie maintenant. » Et ça rentre d'ailleurs dans la tête des gens. Récupérer ce monopole-là, celui de la défense de l'environnement? Personne ne travaille sur ces enjeux-là. Personne ne met une priorité sur l'écologie dans les autres partis. Et il suffit de regarder ce qui se passe au niveau européen, au niveau national, au niveau régional, à tous les niveaux où les écologistes sont absents. On est en train de détricoter, en fait, les politiques climatiques. Or, le climat, ce n'est pas un phénomène d'élection ou de résultats électoraux. Ce n'est pas un phénomène de mode. C'est quelque chose qui nous touche toutes et tous. Quand on regarde les inondations qui nous ont encore touchés ces derniers temps, cet été, et celles qui ont fait combien de dégâts, vous vous retrouvez du jour au lendemain avec plus rien du tout parce qu'on n'a pas pris soin et parce que des politiques clientélistes vous ont autorisé à construire n'importe où. Parce que des politiques trop attentistes ont refusé de prendre des mesures pour pouvoir intégrer la question de la végétalisation, la question de la débétonisation, de toute une série d'ouvrages qui doivent être faits dans ce Il faut qu'Écolo soit plus mordant sur l'environnement, il faut back to the basic pour gagner des élections. Il faut qu'Écolo fasse un travail d'introspection parce qu'il n'est pas normal, et ça, il faut qu'Écolo accepte qu'il a une responsabilité. D'abord, moi, quand j'ai un problème, je regarde d'abord ce que moi je peux changer plutôt que ce que les autres doivent changer. Ce n'est pas normal de se retrouver dans une situation où, dans certains endroits, il y a de la haine contre Écolo, alors qu'Écolo défend le bien commun. Écolo est un des rares partis qui est éthique complètement, ne fait pas de clientélisme, défend un intérêt général, défend des intérêts parfois alors qu'il n'y a aucun intérêt électoral. Quand on défend des sans-papiers, ce n'est pas les sans-papiers qui peuvent voter. Donc on ne peut pas dire que c'est pour des raisons électoralistes qu'on le fait. C'est pas ça qui vous coûte justement? C'est ce manque de calcul politique? Oui, alors il y a d'autres partis qui font des calculs politiques. Notre spécificité, et ça nous a permis quand même d'avoir des résultats et une action et un bilan incroyable depuis que nous existons en Belgique, et moi je regarde aussi ce que nous avons fait. On a fait énormément de choses et je suis fier de ce qui a été fait. Et donc, je crois qu'on n'a pas à copier la pire des choses qui existent chez les autres. On a à garder une certaine intégrité, mais on doit accepter plus de leadership. On doit accepter, parce que la société a besoin de ça, de gens qui savent décider. On doit accepter aussi des gens qui ont un certain charisme et une capacité à communiquer avec tout le monde. Parfois, dans les communications d'écolo, j'ai l'impression que le type de communication exclut une partie du public. Ce n'est pas tout à fait normal. On doit avoir la bienveillance de s'adresser à tout le monde et d'essayer de convaincre le plus grand nombre. Alors, ça fait 25 ans que vous êtes en politique active, comme vous le dites. On a d'ailleurs retrouvé des traces qui datent de même au-delà de ça. C'est peut-être bien votre première interview à l'époque sur Télé Bruxelles. Je vous propose de la regarder, Christos Doulkeridis, et puis après on va réagir. Nous sommes présentés à ces élections, et c'est vrai que Jackie Moral l'a dit, avec des propositions crédibles et avec un programme à partir duquel nous sommes prêts à ouvrir une négociation avec tous les partis démocratiques. Pour la petite histoire, le journaliste de l'époque, Daniel Soudan, vous disait « Mais est-ce que c'est possible de négocier avec Écolo ? Vous ne voulez pas faire de compromis ?» C'est ce qu'on disait en 1995. Et voilà ce que vous lui répondiez. Mais qu'est-ce que vous diriez à ce jeune homme propre sur lui? C'est bien vous, hein, Christos Doulkeridis. Bon, les archives sont un peu cruelles. J'étais pas mal. Cruel, pourquoi? Non, ça nous rappelle que le temps passe, quoi. Voilà. Franchement, non. Vous lui diriez quoi à ce bonhomme-là? Vous lui dites « Vas-y, fonce » ou bien « Fais attention parce qu'un jour tu seras débarqué » Non, pas du tout. Je lui dirais que je suis fier en fait d'avoir gardé toujours une ligne identique depuis ce moment-là. Je n'ai pas changé. Vraiment, j'ai défendu des projets, des valeurs, une certaine éthique jusqu'au bout. Et je m'y retrouve. Donc je parle déjà plus ou moins de la même façon, assez prudemment, avec nuance et aussi avec cette volonté. Déjà à ce moment-là, je dis qu'il faut négocier. Pourquoi? Parce que c'est bien
de dire qu'il faut faire des choses. Mais en fait, la seule réalité qui existe, c'est quand on est confronté à la mettre en place. Et moi, j'ai toujours préféré des mandats exécutifs. C'est pour ça que je dis que je vais arrêter. Vous avez été secrétaire d'État. J'ai été secrétaire d'État, j'ai été ministre. Et quand je vois ce qui compte, c'est les nombres de maisons, d'appartements que j'ai pu créer quand j'étais ministre du Logement. Il y a énormément de familles qui habitent dans ces logements. C'est d'avoir influencé la politique touristique quand j'étais ministre du Tourisme. C'est de pouvoir avoir trouvé des solutions par rapport au cadre des pompiers, par rapport à tous les sujets que j'ai touchés. Et en fait, ce qui est beau, moi, je trouve, dans la politique, c'est quand on est capable de trouver des solutions, d'agir en travaillant avec les autres et pas simplement d'être dans le discours. Et c'est la raison pour laquelle aussi je me dis que je dois passer, parce que là, je ne vois pas comment est-ce que je peux rester actif au niveau politique en faisant vraiment des choses. Alors j'ai retrouvé avec Arnaud Bruckner une autre archive, je le remercie, le collègue qui a été cherché. On est là en 2001, vous êtes jeune parlementaire et on va écouter précisément ce que vous dites parce qu'on va se demander si ça a vraiment évolué avec les années. Regardez Christos Zoulkeridis. Mais on se rend compte que la croissance économique qui existe à Bruxelles profite rarement aux habitants de Bruxelles. Et là, je crois qu'il y a vraiment un travail énorme à faire et à privilégier dans le cadre de la politique économique et la politique de l'emploi qui est menée à Bruxelles, des filières qui puissent vraiment bénéficier aux habitants de Bruxelles. Ouais. Là, il y a un boulot énorme à faire. Je crois qu'on a aussi un petit problème de formation, d'inadéquation de la formation par rapport au paysage bruxellois et au public bruxellois. Je crois qu'il y a pas mal de personnes aussi dont le français, par exemple, ou le néerlandais n'est pas la langue maternelle. Et un effort beaucoup plus important doit être fait pour bien assimiler les langues. Inadéquation entre l'offre et la demande, mauvaise maîtrise des langues, c'était il y a 23 ans, Christos Zoulkeridis. À peu près tous les partis importants à Bruxelles sont passés au gouvernement, notamment le vôtre 2 fois, et on est toujours avec le même constat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre à l'emploi toutes des couches de population. Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi en 20 ans? Alors, à ce moment-là, c'est le MR qui est au pouvoir et qui tient un discours en disant on est la 4e région la plus importante d'Europe, on a un PIB exceptionnel et tout ça. Et j'ai fait à ce moment-là une étude sur l'emploi des Bruxellois dans la fonction publique. Et même là, en fait, il y a une sous-représentation incroyable des Bruxellois par rapport aux Flamands et aux Wallons. Et on est aussi à une période un peu comme ici avec Audi, où on a des menaces de fermeture de VW qui sont annoncées. Mais donc, et à ce moment-là, je développe ans une idée qui est, plutôt que de donner des grands moyens d'aide à des toutes grandes entreprises qui peuvent d'un jour ou l'autre partir, pourquoi est-ce qu'on n'aide pas davantage les petits indépendants en leur permettant à eux d'engager plus facilement une personne ou l'autre. Vous avez aussi été au gouvernement. Vous, personnellement, votre parti a été avec la compétence... J'ai jamais eu l'économie, vous le reconnaîtrez. Mais par contre, votre parti a eu la compétence de l'économie pendant la législature dernière. Et on est avec le même constat. Je reviens avec ma question. Qu'est-ce qu'on ne parvient pas à faire à Bruxelles par rapport à d'autres régions qui ont le plein emploi ou qui y tendent? On est une petite région. Avec une difficulté aussi, il faut le reconnaître, quand on parle des Bruxellois, parfois on a des Bruxellois qui recherchent un emploi, qui trouvent un emploi, et quand ils ont trouvé un emploi, qui quittent la région. Donc au niveau des statistiques, il y a aussi ce petit côté biaisé, parce qu'on est une toute petite région, avec énormément de mouvements de personnes qui vont et qui viennent, et qui partent en fait de la région bruxelloise. Franchement, je ne vais pas commencer à improviser sur cette question qui n'est pas une compétence que j'ai pu travailler plus directement en n'ayant pas eu en charge. Mais clairement, la question de la formation, elle est fondamentale. Comment est-ce qu'on permet qu'on n'a pas réussi quelque chose si en 20 ans on fait toujours le même constat, même 23 ans? Mais il y a d'autres domaines sur lesquels il y a des difficultés et le fait de travailler de manière un peu dispersée et avec des compétences qui sont un peu compliquées. Alors on y vient, parce que vous avez été négociateur institutionnel pour Écolo. Est-ce qu'il faut revoir quelque chose dans le fonctionnement de nos institutions, que ce soit dans la formation des gouvernements? On voit que ça coince à la région bruxelloise, on voit que ça va être compliqué, qu'on va peut-être devoir être créatif, comme on dit. Est-ce qu'on doit revoir quelque chose aussi dans la hiérarchie des normes en région bruxelloise, entre les communes? Certains parlent maintenant de fusionner les zones de police, ça fait quelques années que ça revient. Est-ce que là, il y a un chantier réaliste et utile? Il y a un travail de lisibilité qui doit être fait. Il faut avoir le courage, peut-être, puisque maintenant il n'y aura plus d'élections pendant quelques années, que quelqu'un prenne l'initiative de rassembler, on peut le faire à l'échelle bruxelloise par exemple, et moi j'élargirais vraiment à tous les partis, majorité comme opposition, pour se dire comment est-ce qu'on peut rendre nos institutions plus lisibles.
Il ne faut pas rentrer dans des grandes discussions comme ça qui nous font perdre du temps. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire. En région bruxelloise, on a la région, on a la COCOF, on a la VGC. Il y a moyen très facilement, sans trop de difficultés, à apporter un peu de la lisibilité là-dedans en faisant une seule institution avec des règles de vote un peu différentes qui concerneraient que l'interne, mais qui ne brouillent pas le message par rapport au public. Sur les communes ont un rôle très important. On l'a vu avec toutes les crises, c'est toujours elles aussi qui réagissent et qui sont en fait avec ce regard qui ne peut pas être en fait aveugle. Quand on est au niveau communal, les personnes qui sont par terre, celles qui sont exclues en fait de tous les autres niveaux de pouvoir, vous les voyez. Vous ne pouvez pas fermer les yeux. En tout cas, moi, je n'ai pas pu fermer les yeux. Et c'est très important d'avoir ce regard-là. Et donc, je crois qu'il y a effectivement une complémentarité qui doit exister avec les politiques régionales. Il y a déjà beaucoup de compétences qui ont été envoyées à la région, et c'est bien. Mais c'est important aussi d'avoir ce dialogue avec les communes parce que ce sont elles qui ont le plus la possibilité de voir les choses. Regardez un peu les mesures qui sont prises pour le moment et qui sont annoncées par la région Wallonne ou la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est des mesures qui se débarrassent d'un certain nombre de politiques et qui va hériter de ces charges-là, ce sont les communes. Est-ce que ça veut dire aussi que dans la façon dont on forme nos gouvernements bruxellois, on sait que là, on devrait discuter vraiment avec les Flamands à l'échelle fédérale pour revoir la loi spéciale, mais est-ce qu'à un moment donné, là, on peut rentrer là-dedans? Moi, je on voit qu'on ne va pas avoir de gouvernement bruxellois avant un petit moment. Le problème ici, c'est que, je pense que tous les partis, le MR, le PS, avaient clairement fait le choix d'attendre les élections communales avant de travailler, et puis ils se jouent un peu à jeter la boule puante à la responsabilité à quelqu'un d'autre. 2, il faut un maximum de respect. Moi, j'ai fait plein de négociations. Il y a toujours un respect qui doit exister entre les francophones et les néerlandophones et entre tous les partis politiques. C'était mieux avant, il y avait plus de respect d'une communauté à l'autre il y a quelques années. Il y avait clairement plus de respect et un sens, en tout cas, de celui qui avait la main pour pouvoir former un gouvernement, de savoir qu'il faut toujours avoir un dialogue avec le premier parti néerlandophone. On commence par ça, presque. Parce qu'il n'y a rien à faire. On est ce pays-là, on n'est pas un autre pays. Et donc ne pas tenir compte de ça et finalement dire que c'est un problème institutionnel, franchement non. C'est d'abord une question d'attitude. Il nous reste 30 secondes, Christos Doulkiridis. Ça va vous manquer tout ça? Les interviews, les négociations, avoir un avis et pouvoir le partager, être quelque part un peu influent? Un avis, essayer d'être influent, oui. Déjà ces dernières années, j'ai essayé d'être beaucoup plus à l'écart et je n'ai pas cherché spécialement les plateaux parce que ce que je préfère le plus, vraiment, c'est de trouver des solutions et construire des projets. Et vous avez une petite idée, il y a une tradition à XL, il y a le portrait de l'ancien bourgmestre et c'est lui qui choisit l'artiste. Vous avez déjà pensé à qui va vous représenter pour figurer dans la salle du conseil dans cette commune? J'ai une petite idée. Vous nous en parlerez à ce moment-là? Peut-être. Alors voilà. On vous reverra, on vous dit à bientôt. Avec plaisir. N'oubliez pas le journal qui vous est présenté à 18h par Arnaud Bruckner et on se retrouve très bientôt pour vous informer sur BX1.